Les livres sont des vecteurs essentiels pour transmettre et promouvoir l'éducation, la science, la culture et l'éducation dans le monde, disait Madame Oudrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. Le livre a encore fait parler de lui à l'occasion de la journée mondiale qui lui est dédiée, placée sous le signe des langues autochtones. Pour ce produit qui est considéré par certains comme un mal, à admettre, et pour d'autres comme un outil essentiel de confortation et de prospérisation, il était essentiel de faire un arrêt et comprendre la dynamique qui accourt au niveau du continent africain. Davantage parce que pour ce produit qui représente en France 2740 milliards de chiffre d'affaires en 2020, pour 810 000 titres imprimés et 420 millions de titres vendus. Pour tenter de comprendre et de démêler les chevaux, nous recevons sur ce plateau Madame Pauline Ongono, communicatrice littéraire. Bonjour Pauline. Bonjour Monsieur Amougou et merci pour votre invitation. À sa gauche, nous recevons Claude Combo, juriste, auteur essayiste. Bonjour Claude Combo. Bonjour. Et à ma droite, immédiatement, juste à ma droite, Monsieur Jacques Koukam, responsable du directeur pays de l'Harmattan Cameroun. Bonjour Jacques. Bonjour Fabrice. Monsieur l'éditeur, nous commençons par vous pour comprendre, pour nous situer dans le cadre même de l'activité, de l'objet de cette rencontre à travers la compréhension conceptuelle du mot à l'ordre du jour. Comment est-ce qu'on comprend les... C'est quoi un livre? Merci Fabrice pour la question. Faisons simple. Le livre, c'est le prolongement de la mémoire pour l'auteur, le prolongement de la mémoire individuelle pour l'auteur. Le livre, c'est le prolongement de la mémoire sociale pour la société. Le livre, c'est tout simplement le prolongement de la mémoire humaine. Vous savez, toute l'activité humaine se mène pour conserver les sociétés, pour conserver l'humanité, pour préserver l'humanité. Donc faire le livre, c'est trouver un moyen de stockage de ce qui est essentiel, de ce qui peut être permanent, de ce qui peut être à reconstruire, à répéter, à reconduire sur les générations. Donc, le livre se trouve être l'outil par lequel les sociétés transposent les bonnes choses, je le dis parce que je manque de mots, tout ce qui est intéressant, la société essaie de la conserver à travers le livre, à partir d'un auteur. Donc, du coup, en sachant très bien, et ça c'est pour répondre à ceux qui continuent de soutenir Mordicus, la situation de l'oralité, comme s'il s'agissait d'une exception africaine, que l'oralité n'est pas une forme de civilisation, c'est un moment de l'histoire. L'oralité est un moment de l'histoire et l'oralité n'est pas africaine. Toutes les sociétés, quand elles ont commencé, commencent par se parler. Après, on se pose la question de savoir mais comment on a dit quelque chose hier, on a dit quelque chose l'année dernière, on a dit quelque chose il y a 10 ans, mais on l'a oublié. Qu'est-ce qu'on fait pour conserver? On commence par graver sur des pierres. On commence par graver sur des murs. Après, on se dit, bon, sur des pierres, sur des murs, peut-être qu'on peut aller mieux. On commence par faire de grands pages, voilà, pas plus. Ça veut dire qu'on commence à... Voilà, et après, on se dit, on peut faire mieux. Donc, le livre a commencé à un moment donné de l'histoire et s'est conduit en s'améliorant progressivement. Pourquoi? Pour la simple raison que les sociétés essayent de se conserver et de devenir meilleures. C'est la raison pour laquelle aussi le livre n'est pas qu'une question de l'auteur et de l'éditeur. Le livre, c'est une question de souveraineté dans le sens culturel, parce que le livre, c'est un patrimoine. Et comme patrimoine, l'État devrait même de temps en temps trouver que telle chose est intéressante et commander même des auteurs pour pouvoir écrire là-dessus, parce que la société doit garder cela. Et les sociétés se perpétuent, les sociétés croissent parce qu'il existe un livre. C'est pour ça que les générations qui viennent s'appuient toujours, les générations présentes s'appuient toujours sur ce qu'ont conservé, les générations antérieures, pour pouvoir
pas nécessairement les transmettre, ou bien pas nécessairement les reconduire, mais pour pouvoir les questionner et se projeter dans le temps par rapport aux autres sociétés, parce qu'il faut le dire, nous demeurons dans des sociétés qui sont en perpétuel, j'ai envie de dire, conflit. Peut-être que le diplomate qui est en face de moi va me corriger. Justement, nous allons vers le diplomate. Comprendre, l'Afrique est-elle un continent de l'oralité? C'est une question qui revient constamment. On dit, nous sommes dans une civilisation de l'oralité, le livre, ce n'est pas pour nous. Merci Fabrice pour ta question. Je crois que je ne peux pas entrer dans ce débat sans pour autant l'adosser à la perception du livre, qui pour moi est dual, au niveau philosophique et au niveau théorique. Oui, le livre a un aspect mémoriel. C'est le foyer, c'est la tanière de la mémoire humaine, comme l'a dit M. Jacques tout à l'heure, Procam. Mais à côté de cela, je pense qu'il faut aussi ajouter une dimension, la dimension instrumentale. Le livre, c'est un instrument. Si au niveau théorique, oui, ça construit la mémoire, ça permet que la mémoire se poursuive et que la mémoire humaine soit sécurisée, il y a un lieu de contemplation mémorielle qui permet d'avoir des traces de notre histoire à toutes les périodes. Le livre, je pense qu'il ne faut pas mettre de côté dans la définition du livre l'aspect physique, qui est que le livre est un instrument. Ça veut dire que le livre a donc une fonction instrumentale. Et on a un rapport, l'être humain a un rapport au livre. C'est la raison pour laquelle le livre a donc des fonctions, puisque c'est un instrument. C'est un instrument qui est donc fonctionnel. Donc notre rapport au livre, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un rapport solitaire. Il n'y a pas, on ne lit pas seul, parce qu'on lit et on partage. Le livre permet de dialoguer, le livre permet d'interagir, le livre permet d'avoir la même information et de faire des connexions entre les personnes et les sociétés. Ça nous permet d'avoir une discussion intersociétale. Donc il y a donc une socialisation par le livre. Donc le livre, on ne peut pas simplement réduire le livre à la question de la préservation de la mémoire. La fonction instrumentale est très importante parce que justement c'est par le livre aussi qu'on cherche à dominer. Je pense que, comme l'a relevé tout à l'heure, le fameux choc des civilisations de Samuel Huntington n'est pas simplement un choc de civilisation militaire ou économique, c'est aussi le livre. Il y a donc une géopolitique du livre. La géopolitique du livre, on va sûrement revenir dessus dans les échanges, je ne vais pas développer tout de suite, mais il y a une géopolitique du livre. Ce qui fait que la question que vous posez, si l'Afrique ce n'est qu'un continent de l'oralité, ne peut pas prospérer dans un monde contemporain où nous parlons de la géopolitique du livre. L'Afrique doit se positionner. Si si on demande à l'Afrique de se positionner dans les questions économiques, on demande à l'Afrique de se positionner sur les questions de développement, on demande à l'Afrique de se positionner sur les questions de sport, d'énergie et tous les sujets qui sont en débat dans cette télévision, en Afrique particulièrement. On ne peut pas demander à l'Afrique de se mettre en marche, de se marcher du livre, parce qu'il y a un marché et qui est une géopolitique du livre. Alors, si vous voulez venir dans ce marché, la géopolitique du livre, en disant que l'Afrique c'est un continent de l'oralité, il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème. Je pense que l'acteur HLL qui est l'Afrique, dans ce marché du livre, dans cette géopolitique du livre, vient donc de manière comme un handicapé. Si c'est ça la posture de départ, à mon sens. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je préfère d'abord m'arrêter là pour laisser la place aux autres. Eva, justement, en complément de la précédente réponse de M. Koukam. Alors, Pauline Momono, quel est le quotidien au contact des divers univers du livre? On remarque bien, à côté des différentes définitions que nos précédents companélistes ont présentées, il y a la dimension instrumentale, la dimension fonctionnelle, la dimension téléologique du livre. On remarque que le livre est sorti du cadre purement imprimé. On a de plus en plus plusieurs autres formats. On parle de livres audio, on parle de livres numériques. J'en passe.
comment comprendre ce boom-là? Et on sent quand même qu'il y a un petit intérêt de l'Afrique à sortir justement de cette question de l'oralité et de diversifier les différents moyens de conception du livre. Oui, monsieur Amogo, le monde est un village planétaire. Si les technologies avancent, pourquoi l'Afrique n'avancerait pas avec les technologies? Donc il y a ça. Le livre doit voyager. On est bien d'accord que le livre physique a du mal à voyager. Et donc, justement, ces différents formats-là aident beaucoup. Surtout que ces différents formats sont très souvent gratuits aussi, il faut le dire. Oui, les Africains aiment bien. On va dire les Africains, je ne vais pas indexer d'autres continents, vu qu'on parle de l'Afrique. Les Africains aiment bien le livre gratuit. Donc, c'est un peu à ça que servent ces formats-là. Ça n'a rien à voir avec un aspect particulier de l'Afrique. Non, on suit juste le mouvement. Nous sommes dans un village planétaire. Pourquoi devons-nous rester là avec le livre physique uniquement? Non, il faut faire voyager le livre. Et si c'est pas ces formats-là, eh bien, suivons le pas. Mais généralement, on dit que lorsqu'un produit est gratuit, c'est pour le produit. Est-ce que c'est véritablement pertinent d'aller dans le sens du livre numérique nous les recevons souvent, qui sont purement gratuits, au lieu de débourser de l'argent pour se procurer un livre physique? Particulièrement, je suis pas pour... Je donne rarement les livres numériques aux gens. Parce que j'estime que si un auteur a pris quand même la peine d'écrire, il est venu chez l'Harmattan par exemple, il a déboursé de l'argent pour ci ou pour ça, c'est quand même un peu gros de servir son livre ainsi. Moi personnellement, je ne donne pas de livre numérique. Mais on n'a pas le choix, c'est là, c'est sur le marché, c'est là. Je me souviens quand le livre de Djali est sorti, par exemple, le même jour, on avait déjà la version numérique. J'étais tellement sidérée que je me dis, mais attends, vous pensez qu'elle va faire comment? Elle va faire sa promotion quand, si vous avez déjà son livre, en fait. C'est un peu ça. On n'y peut rien. On n'y peut rien. On suit juste le mouvement. Ce n'est pas normal, je n'en disconviens pas. Mais c'est le mouvement qu'on suit. Les TIC sont là et avec l'IA qui arrive encore, ce sera peut-être plus grave que ça. On n'a pas le choix. Maintenant, il faut savoir comment réguler. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que le livre d'une auteure comme celle-là peut se retrouver dehors le même jour de sa sortie. Déjà, il y a un côté de conscience. Si tout le monde, comme moi, ne donne pas ces livres-là, c'est clair qu'on va trouver d'autres formules. C'est-à-dire le livre sera maintenant payant, même s'il est numérique. Vous voyez, donc, je pense qu'il y a un côté conscience aussi, un côté volonté aussi de nous-mêmes, les humains. C'est nous qui faisons tout, en fait. Donc, voilà. Le livre numérique prend vient de plus en plus des pas du livre physique, du support papier. Alors maintenant, on sait très bien, il y a les deux versions qui sont mises en vente. Concrètement, est-ce que le livre numérique est pertinent pour le continent africain, tel qu'il est présenté? Est-ce que le livre numérique est pertinent? Avantage sur le plan économique. Sur le plan économique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir si le livre remplit ses fonctions. C'est ça qui m'intéresse, ça qui est intéressant. Parce que s'il faut parler du livre numérique, vous êtes dans un groupe WhatsApp, comme chacun d'entre nous ici. Quelqu'un partage un livre, tout le monde reçoit dans le groupe. Une heure de temps après, vous recevez le même livre qui revient dans le même groupe. Je présuppose que celui qui a envoyé la deuxième ou la troisième fois n'a pas lu. Même pas le titre. Parce que s'il avait regardé la page du groupe, il se serait rendu compte que ce livre a déjà été envoyé. La vraie question, peut-être que vous nous poserez plus tard, qu'est-ce que les gens disent? Nous y revenons. Que le livre soit numérique ou physique. Bon, on va dire c'est l'éditeur qui parle. Nous avons, je crois que vous avez accueilli un invité ici qui nous a dit le livre est parfait. Le livre est moderne. Le livre se savoure. Bon, on va dire, c'est un vieillard qui parle. C'est un classique qui parle. C'est un classique qui n'a pas envie de quitter les anciennetés du livre, le livre papier. C'est une très bonne chose, le livre numérique. Mais ce serait une bonne chose à condition que les gens lisent. Parce que c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. On peut critiquer l'effet de la luminosité, on peut critiquer, mais comme Pauline l'a dit, c'est très intéressant. Le livre doit être facilement déplaçable. Quand vous montez dans un avion, quand vous montez dans un taxi, quand vous montez dans un cadre de transport, si vous avez votre tablette, vous avez votre téléphone,
et que vous voulez lire, vous avez le temps de lire. Vous avez le temps de lire. Mais la vraie question, c'est à quoi est-ce que le livre nous sert principalement? J'ai été très content d'écouter M. le diplomate parler de la géopolitique du livre. Le livre, c'est un moyen de pouvoir. Le livre, c'est un pouvoir. Le livre, c'est un savoir. Le livre, c'est un pouvoir même. Donc, si nous, socialement, on ne prend pas conscience du fait que le livre est un pouvoir, il est tout à fait normal que nous prenions le livre en bout de chaîne comme plein de choses ailleurs. C'est-à-dire qu'on va prendre le livre en bout de chaîne comme tout. Tout à l'heure, vous avez posé la question sur l'oralité, je vais y revenir. Nos traditions, dit-on, se sont conservées oralement. Dit-on. Sauf que quand vous allez dans les villages, de plus en plus, vous avez très peu de gens qui sont capables de vous dire exactement comment se fait telle ou telle autre chose. Je suis toujours négativement marqué, et je crois que chacun de nous ici, quand vous allez à une cérémonie de l'autre, je prends la cérémonie à laquelle tout le monde assiste en général. Vous allez toujours entendre, non, c'est pas maintenant qu'il faut boire l'eau. Non, c'est après qu'il fallait boire. Non, c'est après c'est ce qu'il fallait. Quand vous êtes catholique, vous avez un lectionnaire. Dans le lectionnaire, parce que la cérémonie de la dot, c'est une liturgie. C'est une liturgie de mariage. Donc quand vous êtes catholique, vous savez que dans le catholique, dans le lectionnaire, on vous dit que ici le prêtre fait le signe de croix, après on fait ceci, après on fait ceci, ici le prêtre met à genoux, ici après. Donc c'est indiqué. Et parce que c'est indiqué dans le livre, il faut de chance que tout le temps le rituel soit conservé, soit le même. La question est là. Quel que soit le lieu. Quel que soit le lieu, quelle que soit la langue. La question est là. Donc on est sûr qu'on est dans une situation où on peut conserver une tradition. Il se trouve que si nous obéissons, si notre dot, c'est moi de dot, comme on parlait de d'autres cérémonies aussi, se conserve. Il se trouve que nous puissions, bon, si on atteint le rituel, qu'est-ce qui se passera spirituellement? Il faudrait peut-être poser la question à une people pour qui vous répondent. Parce qu'on n'a pas écrit. Donc on ne peut pas compter sur l'oralité pour transmettre des savoirs aux générations à venir. Autre chose, c'est que de moins en moins on communique, il faut le dire. Même oralement. Quand vous allez dans un restaurant, quand vous êtes au village avec votre grand-mère, pendant qu'elle parle, vous êtes sur le téléphone. Même si elle a envie de vous dire. Prenons le cas de ceux qui sont des conservateurs des traditions dans les concessions. De plus en plus, dans les concessions dans nos villages, de plus en plus, ils marchandent cela. C'est-à-dire vous arrivez, si vous lui apportez beaucoup de bière, il choisit de vous donner telle chose, toujours en gardant quelque chose de secret. Bon, nous on veut bien que ce ne soit peut-être pas... Il faut que ces savoirs soient accessibles et le meilleur moyen, mes compagnons, il faut le dire, le meilleur moyen pour que ce soit accessible, c'est que ce soit dans un livre et que ceci traverse des générations. Ceci traverse des générations. Vous avez, on lit Platon, on cite Descartes, on cite Aristote. Ça c'est les 350, ça c'est... Platon et Aristote, c'est 350, 400 avant Jésus-Christ. Avant Jésus. Mais on continue de les lire, on continue de réciter, ils continuent d'avoir de l'influence sur les civilisations. Et quand je parlais de la mission du livre, le livre porte une influence sur les générations. Le livre est l'expression des cultures parce que, enraciné, le livre permet aux individus qui partagent un groupe social d'abord de se comprendre et ensuite de trouver des leviers pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Alors, Claude Bukombo, sur la dimension traditionnelle, conservation de tradition et pouvoir, c'est-à-dire dans le livre comme outil de positionnement, outil de pouvoir ou de puissance même à la limite, on a souvent tendance à dire que le fait de dévoiler toutes nos traditions, les ramènerait à la vulgarité, elle ne serait plus efficace et tout. Du coup, on a toujours envie de garder un caractère mythique derrière cela. C'est peut-être ça qui explique le fait que
on les conseille, on les consigne pas quelque part et on continue dans l'oralité, notre oralité. Je ne suis pas très sûr que je partage tout mon chef Fabrice, parce que je pense qu'il se pourrait que les mathématiques, il se pourrait que les débat toujours ouvert. Pour certains, c'est en Afrique, pour d'autres, de toute façon, tel qu'on les conçoit aujourd'hui, c'est ailleurs que ça a été systématisé et mis en place. Je ne pense pas que c'est caché. Je pense que c'est public, c'est tout le monde qui peut faire les algorithmes, faire les théorèmes, et ainsi de suite. Non, je ne pense pas qu'il faille entrer dans ces considérations qui, en mon sens, sont des considérations, excusez-moi du terme, des paresseux, entre guillemets, je mets cela entre guillemets, j'assume mes propos. Parce que vous ne pouvez pas estimer que vous avez dans la société internationale une identité, une identité au sens d'Ami Malouf, c'est-à-dire quelque chose qui vous singularise, qui fait de vous quelqu'un de différent de l'autre. Alors, pas nécessairement en opposition avec l'autre, mais quelque chose qui fait de vous une identité remarquable, identifiable. Et qu'il ne peut pas avoir de dialogue entre vous et les autres. C'est ça la réponse à cela. C'est-à-dire, en disant cela, ça veut dire que non, nous, on a quelque chose qu'on ne peut pas partager avec vous, donc on ne peut pas avoir, non, la communauté, je pense que, Madame Pauline l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans un monde en clos, nous sommes dans ce que Macron a appelé le village planétaire. Et ce village planétaire a un sens, même s'il a des revers, il a quand même un sens. Et ce sens-là, peu importe la situation dans laquelle on est, ce n'est pas quelque chose de contestable. On est simplement obligé de suivre. Sinon, on finit, comme a dit Aminata Traoré, dans un étau. Et finalement, il faut donc se mettre de manière résolue dans la marche du monde. Vous avez des traditions orales. Je pense que Jacques l'a très bien dit. Je ne vais pas donc m'étendre dessus. Il faut ritualiser. Il faut rendre ces pratiques-là comme des usages. Il faut harmoniser, il faut rendre cohérent et il faut les inscrire dans le marbre afin que des sociétés plus tard, et c'est pour ça que je disais que moi, ma perception du livre, ce n'est pas pour balayer de côté la perception de Jacques. Ma perception du livre, c'est une perception essentiellement instrumentale. Essentiellement instrumentale dans le sens où vous ne pouvez pas me dire que non, l'oralité c'est notre spécificité et que dans un pays africain lambda, pour une cérémonie de dot, nous prenons ce cas pour ne pas faire une fonction de cas, il y a dans un même pays plusieurs procédures, plusieurs instances. Ça veut dire que finalement, on n'a pas accès à quoi? À la connaissance, parce que c'est ça aussi la fonction du livre. C'est qu'on doit avoir ça, une connaissance. Et si sur une chose, on n'arrive pas à s'entendre et qu'il y a plusieurs types d'oralité, il faut au moins qu'on sache que dans telle tribu, voilà la différence entre telle tribu et telle tribu et tout. Il faut qu'on sache, on constate que parfois dans la même tribu, c'est-à-dire qu'au sein d'une même identité culturelle, parce qu'il faut utiliser des mots, c'est quelque chose, c'est des dons, une structure qui se réclame d'une identité culturelle. Il y a plusieurs typologie, plusieurs manières de faire. Alors là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a une fonction du livre qui n'est pas, c'est-à-dire que la connaissance est brouillée. Elle est difficile, elle est rendue difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne systématise pas, parce qu'on ne formule pas, parce qu'on ne rend pas, on ne ritualise pas. Il faut ritualiser. Il faut pouvoir identifier les coutumes sages, c'est-à-dire les coutumes qu'on a stratifiées, des coutumes sauvages qu'on applique selon les intérêts. C'est ça le problème de l'oralité. Et ce n'est pas que nous ici, nous avons une vision dédaigneuse ou une vision distante de l'oralité. Non, nous sommes africains. Mais nous disons que dans un village, il faut donc des garants de la tradition qui sont capables, il faut donc un rituel pour transmettre cette tradition, pour qu'on ait des interlocuteurs fiables comme des livres. Il faut donc des gens, ça veut dire qu'il y a un système qu'il faut imaginer. Il y a un système qui n'existe pas malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que j'ai dit aujourd'hui, c'est tel qui est garant de la tradition. Comment il fait pour devenir garant de la tradition? Vous ne savez pas. Est-ce qu'il vous donne tout? Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure.
Pas sûr, parce qu'il y a certains moments où on vous dit effectivement, il y a la société secrète, il y a ce qu'on ne doit pas mettre. Les initiés. C'est pour les initiés. Et voilà, il faut payer. Voilà, il y a un ensemble de processus comme ça qui font qu'on a du mal à. L'oralité a du mal à s'universaliser. Et c'est ça le problème de l'oralité. L'oralité doit faire la démarche. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'universel qui va revenir vers l'oralité. C'est plutôt l'oralité qui doit faire la démarche, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Mme Pauline l'a dit tout à l'heure. Le monde, le village est planétaire. Donc voilà, et je veux juste conclure en un mot sur le livre numérique. Et moi, je pense que le débat est faussé. Il ne faut pas avoir un débat. Le livre numérique va venir détruire le livre papier. Non, je ne pense pas que cette discussion doit se faire en termes d'opposition. À mon sens, non. Parce que justement, dans les années 80, au début des années 80, il y avait le débat. C'est-à-dire quand les nouvelles technologies de l'information et de la culture ont commencé à prendre corps, tout le monde a annoncé, tous les auteurs sensiblement ont annoncé la mort du livre. On a annoncé non, le livre papier c'est terminé, le livre numérique va le remplacer. Mais on est à 40, 50 ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Non, le livre papier continue à résister. Le livre papier continue à résister. Certaines maisons d'édition sont entrées même dans la double production. C'est-à-dire que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire la production numérique et la production papier. Pourquoi? Parce que le livre, je pense que Jacques l'a dit tout à l'heure, le livre a des fonctions spécifiques. Il y a la fonction cathartique du livre, comme le dit Simone de Beauvoir. C'est-à-dire que le livre, c'est un exutoire. Le livre permet d'entrer dans un monde imaginaire. Le livre permet de discuter avec quelqu'un qui n'est plus là. Le livre permet de confronter ses idées, d'avoir la présence charnelle de quelqu'un qui a écrit, qui vous a transmis ses idées. D'accord? Il y a la fonction thérapeutique du livre. La fonction thérapeutique, c'est-à-dire que le livre vous permet d'avoir une solution, d'avoir des solutions imaginées par d'autres au problème que vous croyez, vous pensez que vous devez analyser un problème, mais dans un livre, vous avez déjà l'analyse de quelqu'un sur un même problème et vous avez les solutions. Donc, c'est une portée thérapeutique, donc ça nous apporte des solutions. Ouais. Donc, en même temps aussi, le livre a une fonction patrimoniale. Le livre numérique n'a pas la fonction patrimoniale, c'est-à-dire que vous avez un document devant vous que vous pouvez partager, vous pouvez dire mon livre. Le livre numérique, vous n'allez jamais dire mon livre, puisque c'est un livre en partage, en open space. Donc ça veut dire que ce n'est pas le vôtre. Or, dans le livre papier, il y a la fonction patrimoniale, mon livre. Donc je l'ai acheté, il est à moi. Et certains écrivent même leur nom sur le livre. Donc pour dire que c'est un objet d'appropriation. C'est la raison pour laquelle la définition du livre en tant qu'instrument m'intéresse plus. Je ne vais pas dire que ce n'est que la seule définition qui existe, mais elle est porteuse de signification et de sens pour comprendre les dynamiques qui sont autour du livre, à mon sens. Donc, pour moi, l'opposition numérique, livre numérique, livre papier, est une opposition surannie. Il faut plutôt voir cela en termes de juxtaposition, de complémentarité. Très bien. Complémentarité entre le livre numérique et le support papier. Quitter l'oralité pour systématiser, ritualiser, lectionnariser à la limite nos us et coutumes pour pouvoir se projeter et être au marché du dialogue mondial. Peut-être la question qui peut être posée, c'est de la conscience même du livre, c'est de la conscience de l'intérêt des enjeux du livre. Avons-nous conscience, nous Africains, chère Pauline, avons-nous conscience de l'intérêt du livre pour les temps présents? Nous avons toujours eu conscience de ça, toujours. Lorsqu'on pose cette question, j'ai souvent envie de dire, on dit souvent que pour cacher quelque chose dans un noir, il faut mettre dans un livre. Mettez votre bien de dire, mais dans un livre, vous allez me dire si je suis noir ou je ne suis pas noir. Parce que j'ai essayé. On va débattre. Pour moi, par rapport à, vu que je côtoie généralement, pour moi, le noir a bien conscience de cette utilité-là. Si vous m'aviez posé la question de savoir est-ce qu'ils achètent les livres, j'allais vous dire, là j'allais répondre autrement. Mais ils ont bien conscience. Il n'y a qu'à voir la ruée dans les plateformes de téléchargement ou de lecture libre, par exemple. C'est-à-dire que le noir sait que même s'il
Même s'il boude le livre parfois, il sait que quand même là, il va trouver quelque chose. Il n'y a qu'à voir les étudiants qui sortent des grandes écoles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les livres pour les sources et autres. Là. Ils sont conscients de cela. Ils sont bien conscients de cela. On rentre justement, cette réponse permet de rentrer dans le deuxième segment de cet entretien sur les actualités autour du livre. Vous, Pauline, qui organisez constamment des campagnes de communication autour des livres, des campagnes de lecture publique dans différentes villes du Cameroun, que lisent, et pas seulement au Cameroun, au Burkina Faso, au Sénégal et autres, que lisent les Africains? Les Africains lisent tous les genres. Maintenant, il y a ce qu'on appelle généralement la cible. Si quelqu'un aime lire la poésie, ne lui donnez pas des romans, il ne va pas le lire. Il peut lire peut-être parce qu'il est un amoureux des mots, mais il ne lira pas forcément parce qu'il aime. Donc c'est ça, généralement, on dit que les gens ne lisent pas. Non, les Africains lisent. Ils ont juste un problème de cible et de choix. S'il aime les bandes dessinées, donnez ces bandes dessinées, il va les lire. Et comme ça revient à ce que je disais, si vous m'aviez dit que les Noirs n'achètent pas les livres, oui, la réponse aurait été autrement. Mais la lecture, les Noirs lisent. Les Noirs ont toujours lu. S'ils ne lisaient pas, René Marat n'aurait pas, par exemple, écrit Batouala en 1929. Ils ont toujours lu. Et c'est parce qu'ils lisent qu'il y a la ruée. À ce moment, on est d'accord qu'il y a cela 10 ans, les livres n'étaient pas aussi produits qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tous les jours, il y a une sortie de livres. C'est pas pour rien. Les gens lisent. Et même ceux qui écrivent ces livres-là, c'est parce qu'ils lisent qu'ils écrivent ces livres-là. Donc les Africains lisent. Ils n'achètent peut-être pas des livres, mais ils lisent quand même, d'une façon ou d'une autre. Merci. Monsieur l'éditeur, les Africains lisent. Ils présentent un certain intérêt pour le livre. Ils lisent tout. Alors, vous partagez cet avis? La faiblesse de système social comme les autres, c'est qu'on a pas de stade. C'est-à-dire je suis d'accord avec elle. On dit les Africains lisent. Si on dit la proposition sur le plan formel, c'est vrai. Parce que Claude dit, pour les livres, Fabrice lit. Moi, je dis ça comme ça. Maintenant, si on avait la mesure à partir des statistiques, combien de personnes lisent un livre par mois, on peut le savoir, si je veux mettre en place, même à partir des réseaux qu'on a aujourd'hui, on peut facilement savoir combien de personnes lisent les romans, de la poésie, tout ça. C'est pas notre propre nom. Pour être plus sérieux, c'est un domaine sur lequel nous avons des efforts à faire. Nous avons de grands efforts à faire. On le constate, nous qui sommes à l'université, au côté des universités, on le constate de plus en plus. C'est-à-dire qu'elle a bien fait de le dire, c'est le téléchargement. On prend dans le téléchargement ce qui est utile. Je travaille sur la communauté économique de la CEMAC, je tape là, j'aurai une phrase. Parfois je peux citer, parfois je peux ne pas citer, parfois je peux paraphraser et considérer que quand je vais faire ma bibliographie de 30-40 pages, on a l'impression que j'ai lu. Non, je suis, au moins je le dis avec certitude, que vous avez des étudiants en master qui ont même passé le master et qui n'ont pas lu un seul livre de la première à la dernière page. Je suis certain de ce que je dis. Nous en connaissons. Je voulais exactement dire la même chose. Il y a quelques années, nous qui sommes dans les livres et tout, je faisais une expérience. Je mettais un billet de 1000 francs à la page 30 et les livres que je donnais. Et chaque fois, le livre m'est revenu avec à la page 30. Et parfois, pour montrer comment parfois c'est les plus jeunes, tu fais passer à l'aîné, parfois c'est les plus jeunes, tu l'appelles après, tu lui dis tu as lu? Oui, j'ai lu. Bon, je laisse passer tout ça, mais je vous dis que vous avez même des gens qui vous disent qu'ils ont lu alors qu'ils n'ont pas lu. Vous avez c'est peut-être il y a peut-être un complexe autour du livre. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont vous donner l'impression qu'ils ont lu. Nous avons des auteurs à Ramadan à qui des gens ont dit nous on a acheté votre livre, nous on a. Pourtant c'était faux. Il n'a pas acheté le livre, il n'a pas vu le livre. Les gens se contentent des quatrièmes de couverture qu'on envoie dans les forums.
quelqu'un a lu une quatrième de couverture, tu commences à attaquer l'auteur violemment. Il dit ci, il dit cela, il dit ci, il dit ça. Je pense que c'est l'un des domaines sur lesquels nous avons du travail à faire. Et je connais un peu l'activité de Pauline dans le domaine. Je pense qu'il faut penser la stratégie ou apprendre aux gens à lire. Il faut que les gens apprennent à lire. Parce que je pense qu'on ne lit pas parce qu'on n'a pas appris à lire. On n'a pas appris à aimer. Comme on aime le fromage, on aime les bonbons, on aime le bon vin, on est éduqué à plein d'autres choses, mais l'éducation au livre, nous ne l'avons pas. Nous l'avons très peu. Nous avons très peu. Vous avez des lycées, je ne sais pas si tous les lycées, chaque lycée a une bibliothèque. Quand vous savez que vous lui faites une offre pour une bibliothèque dans sa mairie, il vous demande à quoi c'est la bibliothèque dans une mairie. Il demande à quoi c'est la bibliothèque dans une mairie. Il ne sait pas que la bibliothèque fait partie de la mairie. Il ne sait pas. Regardez les bibliothèques dans les universités. Quelquefois, vous voyez, quelqu'un arrive là, il prend un livre, il déchire les 4 pages qui l'intéressent, il met dans sa poche, il s'en va. Donc, quand on apprend à lire, on sait ce que vaut le livre. Et on respecte le livre. On respecte le livre. Donc, je pense que je le dis à tous les téléspectateurs qui nous regardent, il faut que nous fassions un effort dans le domaine. Et peut-être que c'est rien de parler comme ça sans donner quelques astuces. Quand vous êtes dans un taxi, pendant que le chauffeur conduit, vous faites quoi? Vous partez, quand vous êtes dans un avion, quand vous êtes dans le train, vous faites un trajet de 40-50 minutes pendant que le chauffeur conduit. Vous ne vous connaissez pas, donc vous n'avez pas nécessairement un sujet à partager. Donc, vous pouvez lire. Vous pouvez lire. Donc il y a de petits espaces comme ça, parce que quelquefois on vous dit on ne lit pas parce qu'on n'a pas d'argent, on ne lit pas parce que voilà, on a des problèmes et tout, mais voilà un temps que vous avez quand vous parlez de Odiap, la poste centrale, ça vous fait quand il n'y a pas d'embouteillage 20 minutes. En 28 minutes, même si vous n'avez lu que 2 pages d'un livre, vous avez gagné quelque chose. Sur le chemin de retour, vous lisez 2 pages, ça fait 4 pages à la journée. Ça vous permet de rentrer dans la dynamique décrite par Claude tout à l'heure, la dimension cathartique, la dimension thérapeutique. Vous rentrez dans une pleine méditation, vous communiez avec l'auteur qui a écrit, quel que soit le milieu dans lequel il vit, il vous permet de rentrer, de prendre de nouvelles connaissances, de grandir tout simplement. Bien. Il y a un intérêt pour le livre, il y a des efforts à faire. Davantage au niveau de l'éducation au livre. Oui. Pour revenir à l'effort à faire, justement, l'effort ne viendra pas d'ailleurs, de nous d'abord. Nous, les parents, par exemple, commencez à la maison avec vos enfants. C'est-à-dire, par exemple, les fêtes de fin d'année, au lieu d'offrir une poupée, offrez un livre. Moi, par exemple, on m'appelle Maman Livre, on sait que moi, je veux toujours les livres. On n'attend rien de moi, on sait que je veux toujours les livres. Donc, l'effort commence par nous-mêmes. Commençons avec nos enfants. Moi, par exemple, j'ai commencé vraiment très tôt. Je n'ai pas eu de mentor, j'ai vraiment commencé très tôt et j'ai grandi avec. Commençons avec nos enfants. Et ils vont grandir avec justement cet amour-là. On dit souvent que les grands sont déjà des poissons fumés. C'est-à-dire, on ne peut plus les redresser et tout ça là. Mais même jusque-là, moi, par exemple, depuis environ 7 ans, j'ai fait ce que j'appelle le challenge 15 pages par jour. Là, c'est avec les adultes. C'est, je crois, tous les 3 mois. Ça dépend du livre qu'on lit. C'est-à-dire, on choisit un livre, on le lit chaque soir. On discute sur le livre en question. Et ces gens-là, jusqu'ici, sont des gens qui ont continué de lire. Donc vraiment, l'effort ne viendra pas du gouvernement. Non, même s'il n'y a pas de bibliothèque dans les lycées, commençons nous-mêmes. Chez nous, dans nos familles. Nous qui savons que le livre est important. Nous n'allons pas dire que le gouvernement... Non, le gouvernement, c'est le... Pour moi, je dis souvent, je n'attends rien d'eux quand il s'agit de lecture. Rien du tout. Je sais que moi, j'ai un pouvoir. Et il faut que je donne ce pouvoir-là aux autres, surtout aux enfants. Nous, là, vraiment, on a déjà tellement... On va au travail, il y a la petite qui dérange, il y a la femme qui dérange, il y a le mari, il y a le bon gars. Oui, c'est parfois un peu difficile. Mais nos enfants, là, ils n'ont pas de vie privée. Ils font ce qu'on leur demande de faire. Très bien. Justement, c'est très intéressant de prendre ces exemples parce qu'à un moment, on a pensé que le livre était un produit élitiste.
élitiste. On a des problèmes sociaux, des problèmes primaires, comme on peut les qualifier ainsi. On se dit, bon, on ne peut pas avoir accès, on ne peut même pas penser ou envisager à lire le livre et tout. Et l'éducation au livre, peut-être, elle peut compléter, peut-être, peut aider là-dedans. Alors, Monsieur Bekombo, le livre est-il élitiste? Je vais peut-être me faire l'avocat du diable pour ne pas être d'accord avec que ce soit pour une fois. Je ne partage pas le point de vue. Et ça, je vous le dis de manière franche, je ne partage pas le point de vue. Les Africains ne lisent pas. Il ne faut pas faire la diplomatie. Je vois qu'on essaie un peu les Africains ne lisent pas. Et les éléments qui donnent me confortent dans ce que je suis en train de dire. Les Africains ne lisent pas. Première des choses, ça commence par l'éducation. Entrez dans la majorité des maisons en Afrique. J'ai eu la chance quand même d'aller un peu, je peux dire, dans quelques pays africains. C'est pas la première, quand vous êtes invité dans une maison africaine, l'espace bibliothèque, c'est pas la première chose que vous allez voir. Même dans nos constructions de maisons, vous n'allez pas voir qu'on réserve un endroit à la bibliothèque. Dans la majorité de nos salons, je ne veux pas demander à s'il y a un espace. On n'est plus préoccupé par le canapé Louis XVI, où on va mettre l'écran plat, où on va mettre le living, et ainsi de suite, où on va mettre un tableau Louis XIV, ou je ne sais pas trop quoi. Mais on a du mal à... Et souvent, c'est les atavismes culturels. C'est-à-dire que vous avez peut-être votre épouse qui a d'autres préoccupations. Pour elle, le livre, justement, c'est élitiste. Et ça, c'est même gentil, le livre, c'est élitiste. En Afrique, on pense que le livre ne sert à rien, que c'est une perte de temps, que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Mais puisque je l'entends, puisque parfois, quand vous prenez 25 000, vous allez acheter un livre, vous avez votre ami au bar qui vous dit, ben, je n'imagine pas combien de bien ça m'aurait fait. Ça vous montre quel est le degré de... Votre épouse qui attend ses rideaux. Votre épouse qui attend ses rideaux, voilà. Ça vous, en fait, je veux dresser le tableau de manière sans complaisance parce que je vois que mes deux co-panélistes ont essayé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je dis plus diplomate comme c'est sans complaisance, c'est-à-dire que parfois la femme ne comprend pas la maison, c'est pas seulement l'enfant. Quand votre femme ne comprend pas que le livre est important, comment est-ce que, puisque justement l'éducation c'est coparental, si vous prenez du temps pour cela et que votre femme estime que vous perdez le temps à aller lire une histoire, quand les enfants doivent aller lire une histoire, acheter des livres de contes et ainsi de suite, si vous le faites et quand vous n'êtes pas obligé à votre épouse de le faire, elle estime que ce n'est pas nécessaire. C'est à ce niveau qu'on aura d'éducation. C'est là, et là je suis sur le seul point, je suis d'accord avec mes deux co-panélistes, sur le seul point, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, mais pas au même degré. Moi, j'estime que non seulement nos parents n'ont pas été formés à cela, dans les lycées et les collèges, la bibliothèque, c'est la dernière des choses à laquelle on pense quand on construit le lycée. C'est la dernière des choses. La bibliothèque est le terrain de sport, mais la bibliothèque plus, puisqu'on entend parler des livres. C'est la dernière des choses à laquelle on pense. On pense aux salles de classe, on pense au bloc administratif et c'est terminé. Le livre, il va avoir le livre, c'est pas un problème. Donc, même dans la construction de la ville, où sont les bibliothèques municipales? Il n'y a pas. On préfère construire des bars. Excusez-moi, je ne sais pas si c'est ce qu'on dit, oui, des endroits où on vient, on préfère construire des snacks, on préfère construire des restaurants. Mais les bibliothèques, c'est la dernière des choses. Ailleurs, une salle de cinéma est toujours couplée à une bibliothèque. Dans certains pays, c'est comme ça. Mais chez nous, vous allez voir qu'on détruit un endroit, mais on va vous construire un supermarché, un hypermarché, mais on ne va jamais vous construire une bibliothèque. Ça c'est quelque chose qu'il faut... les maisons d'édition. Mais je pense que je crois que c'est M. Jacques Coquam qui a dit qu'on ne peut pas faire les statistiques. Non, les statistiques sont faisables. Il y a des maisons d'édition ici. Ils peuvent nous dire combien ils vendent de livres par jour. Nous avons des bibliothèques. Nous avons des points de vente des livres. Ils peuvent dire combien ils vendent de livres par jour. Par mois, on peut savoir combien de livres sont. On peut savoir qui achète des livres. Donc, et l'autre chose qui est terrible ici chez nous, c'est que les gens font des téléchargements sélectifs. Je pense que c'est M. Koukoum qui est revenu dessus. C'est-à-dire qu'ils ne téléchargent que ce qui les intéresse. Et ils s'intéressent, il faut dire la vérité, c'est que les gens parlent des livres en parlant du titre du livre. Vous allez voir beaucoup qui n'ont pas lu qui ne savent pas qu'un titre peut être un titre en contre-pied. Un auteur peut donner un titre juste pour exciter l'envie
des lecteurs de s'intéresser au livre et de voir qu'il a peut-être même développé un argument contraire au titre. Voilà. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui parlent. J'en veux pour preuve que nous avons des discussions sur des classiques en sciences sociales, et vous allez voir des professeurs qui ont fait plus de 20 ans de carrière, qui ont une connaissance erratique des livres majeurs. Je le dis et je l'assume. Je le dis et je l'assume. Il faut aller au fond des choses. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense que c'était ça la question. La question, c'est... Le problème, c'est que l'éducation au livre, je pense que Madame Pauline l'a dit, l'État a un rôle très important. Et je pense qu'il ne faut pas se débiner, il faut le dire. L'État a un rôle très important. Ce n'est pas l'auteur, ce n'est pas les maisons d'édition, ce n'est pas, je ne sais pas moi, les circuits de distribution ou les sociétés qui sont autour du livre qui vont construire les espaces. Non, là, je parlais d'éducation. Dédiés à la lecture. Je parlais d'éducation quand je parlais du gouvernement. D'éducation. Oui, tout à fait, dans l'éducation. Je vais en arriver. Donc, déjà pour la construction des espaces de lecture ou des structures de lecture, l'industrie du livre. Mais ce n'est pas aux éditeurs de construire l'industrie du livre dans un État. L'État doit s'assurer que ce secteur soit un secteur bien structuré. Quand on construit des stades, c'est bien de construire des stades. C'est bien de construire tout ce qu'on veut. Mais il faut aussi se rassurer qu'on a, au niveau des municipalités, des bibliothèques municipales. Et qu'au niveau de l'éducation, au lieu de faire une politique éducative où les livres, dans la majorité des pays africains qu'on utilise, très souvent c'est importé. Il faut le dire. Très souvent c'est importé. D'où on a toujours des problèmes entre les éditeurs qui sont locaux et ceux qui sont restés. Il y a une série de problèmes à adresser pour faire en sorte que la structuration de l'industrie du livre dans un État, que les États africains sachent que la structuration de l'industrie du livre dépend de... Il y a une politique du livre à mettre en place que l'État doit suivre. Il y a aussi une éducation au livre que les États africains... Un gap qu'il faut rattraper. Il y a un gap qu'il faut rattraper et il faut travailler dessus. Et ça part de la base, c'est-à-dire de l'école maternelle, pour commencer à monter. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire. Si au moins les parents ne sont pas ouverts à la culture du livre, si on rattrape cela auprès des enfants, peut-être que les enfants pourraient ramener les parents à cela. Si un enfant dit à sa mère ou à son père, raconte-moi une histoire, j'ai besoin de suivre une histoire, et que c'est un besoin pour lequel le parent peut se sacrifier, ça peut aussi le ramener vers cela. Donc on n'a pas, malheureusement, il faut être honnête pour la majorité d'entre nous, on n'a pas eu des parents qui nous ont ouvert la culture des livres. Nous avons découvert cette culture-là plus tard. Pour certains d'entre nous, nous y sommes entrés parce qu'on avait peut-être honte, on avait peut-être on avait des regrets, on a senti des difficultés par rapport à d'autres, parce que quand vous mixez à d'autres cultures, vous vous rendez compte que d'autres, les personnes qui ont grandi dans d'autres cultures, sont plus cultivées justement parce qu'ils lisent. Et vous vous rendez compte de vos difficultés. Donc, c'est pour ça que j'étais d'accord avec Madame Pauline qui disait que c'est un monde, c'est un village planétaire. On ne va pas gérer les problèmes du livre en Afrique avec nos considérations africaines, que non, le livre coûte cher, le livre ne sert à rien. Non, ce n'est pas une question élitiste. C'est que le livre ne sert à rien pour l'Africain. Le livre coûte cher, le livre ne m'apporte rien dans ma maison. Il n'y a pas de place structurellement pour le livre. Il n'y a pas de place. Et celui qui s'intéresse au livre en Afrique, il faut aussi le dire et l'assumer. C'est quelqu'un qui est un marginal. C'est quelqu'un qui est un marginal. Parce qu'en Afrique, les amitiés se construisent, la socialisation se construit autour du pot, ce qu'on appelle le pot, entre guillemets, c'est-à-dire aller au bar, autour de la Réunion, autour du Congo-Ça, entre guillemets, des femmes. Autour de l'arbre à palabre. L'arbre à palabre, c'est le Congo-Ça des femmes. Donc en fait, le livre n'est nulle part. Le livre n'est nulle part. Il n'y a pas une culture du livre pour les Africains. Il y a plutôt une distanciation du livre. Il y a plutôt une vision du livre comme un instrument de l'autre. C'est comme les habitudes de l'autre. Ça ne ressemble pas à nos habitudes. C'est la raison pour laquelle on a cette répulsion naturelle à s'asseoir. Ça nous perd le temps. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça nous perd le temps. On préfère être dans la voiture, même si on n'a aucune affinité avec le chauffeur, essayer de parler des discussions, entre guillemets, du Congo-Ça et puis perdre le temps que de lire un livre.
Donc voilà. J'espère que les mot choses ne sont pas dessus. d'accord. Oui. D'accord, Pas d'accord, c'est bon. D'accord, Pauline. C'est vrai qu'on ne sera pas d'accord aujourd'hui. C'est intéressant. C'est bon. Oui, lorsqu'on dit que les Africains lisent, ça ne veut pas dire que les millions ou les milliards d'Africains lisent, non. Il y a toujours des communautés, tout comme il y a la communauté des musiciens, il y a la communauté des lecteurs. La lecture, c'est d'abord une passion. Il ne faut pas oublier ce volet-là. Je dis souvent que lire des livres. C'est vrai que dans les livres, il y a tout. Mais la lecture, c'est d'abord une passion. D'abord. Voilà. Moi, j'assume vraiment, je dis que les Africains lisent. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'a pas de coins bibliothèques et tout. Vous savez que moi j'en ai un, c'est logique. Mais même en France, on va dire la France, excusez-moi, tout le monde n'a pas un coin bibliothèque, nous sommes d'accord. Tout à fait. Voilà. Hier encore, je regardais un débat où on disait que seulement 4% d'enfants aiment lire en France. 4 seulement. Nous avons mis sur pied, nous à Yaoundé, le salon du livre africain pour enfants de Yaoundé, le Salafi. Mais si vous voyez ce que les enfants produisent, si vous voyez ce que les enfants font, nous allons dans des domiciles, c'est-à-dire on fait la lecture aux enfants dans les domiciles gratuitement. Les parents, effectivement, n'ont pas été éduqués à cela. Et lorsqu'ils voient comment les enfants aiment, eux aussi, ils aiment. Donc, vraiment, la base, c'est l'éducation, même si c'est pour le parent. Donc, les Africains lisent, les millions ne lisent pas. Comme je disais, ils n'achètent peut-être pas les livres. Je suis d'accord. Quand on va, par exemple, sur YouScript, sans publicité, vous voyez, un seul livre a été lu, par exemple, 800 fois. Même s'il n'a pas été lu intégralement. Ça veut dire quand même dire que les gens, 800 personnes ont quand même été intéressées par la chose, sont quand même allés cliquer sur le truc. Ça veut dire qu'ils veulent bien lire. On n'a pas cette culture, je n'en disconviens pas. Parce que oui, dernièrement, par exemple, on était à un endroit où on exposait nos livres. Un monsieur avec des raquettes de 120 000 € et on vendait un livre pour enfants à 2500 et il voulait marchander. Je lui ai dit, mais vous venez d'acheter une raquette là, à 120 000. Et comment voulez-vous marchander le prix d'un livre de 2500? Une question de centre d'intérêt. La culture, justement. Or, quand on va vers eux, et il y a ça aussi, allons vers les gens. D'accord, le gouvernement, oui, mais comme je dis, c'est nous tous, c'est nous le gouvernement. Allons vers les gens. Comme nous le faisons là. Descendez, allez vers les gens. L'Harmattan, faites la communication, allez vers les gens. Dites-leur que chez l'Harmattan, là, il y a tel livre chez l'Harmattan, par exemple. Si vous ne communiquez pas aussi, moi, par exemple, vous, je ne vous connaissais pas. Je ne connais pas vos livres, par exemple. Peut-être parce que la communication ne suit pas. Est-ce que vous allez dire que moi, je ne lis pas? Non, tout le monde, Fabi, par exemple, sait que je suis une boulimique sur ce plan-là. Il y a ça aussi, allez vers les gens, communiquer. La lecture, c'est une passion. Si vous n'avez pas cette passion, vous ne lirez pas. Et si vous le faites par obligation, ce sera devenu une torture et ce ne sera plus la même chose. Donc voilà un peu. Moi, ce que j'ai envie de dire à ce sujet, c'est que Pauline, je ne considère pas que la lecture n'est pas seulement une passion. Non, c'est aussi une comme passion. le foot que je joue le dimanche, ce n'est pas la même chose. La lecture, et dans le propos que je tiens, j'aurais pu commencer par l'écriture. Dans la définition du livre, je pense qu'on a tous partagé ça au départ, on a bien montré que la lecture, c'est un moyen de conservation des sociétés. Donc, du coup, la lecture est un élément essentiel pour la société. Essentiel. C'est pour ça que vous pouvez faire les états de la littérature française. Donc, on va vous dire que sur telle question, sur la question des droits de l'homme, en 2023, vous ne pouvez plus dire telle chose. Parce que ça a déjà été résolu. Parce qu'il y a un suivi des questions à travers la littérature. Ça signifie quoi? Ça signifie que le corps social est imprégné chaque fois des problèmes liés à une question sociale donnée. Souvenez-vous, l'un des reproches qu'on faisait à Trump, c'était quoi? C'était qu'il ne lisait pas. Et les Américains trouvaient que c'était scandaleux qu'ils ne lisent pas. Parce que quelqu'un qui ne lit pas, on s'interroge. Je n'ai pas envie de placer de mots là-dessus. C'est pour ça que la lecture, pour moi, ne peut pas être comme le foot que je joue le dimanche matin. C'est pas la même chose. Donc, elle a parlé de la société française tout à l'heure. Mais la société française que j'ai connue, c'est que tu rentres dans une maison, un enfant court chercher un livre, il va te donner. Quand tu es à l'étranger, tu ne sais pas pourquoi il te donne le livre. Il a 1 an et demi, 2 ans. Vous savez pourquoi? Il veut que vous lui fassiez une lecture.
au coucher, chaque fois qu'on va le coucher au lit, on lui fait une lecture, un paragraphe, il lit. Et je vais vous conter l'histoire, c'est un Japonais qui est dans un bus en France. Il a 3 enfants, et les 3 enfants ont un livre en main. Et là, c'est une Française qui lui pose la question à la descente du bus. Comment est-ce que vous faites pour que vos enfants lisent? Les enfants ont 2, 4 et à peu près 5 ou 6 ans. Comment vous faites pour que vos enfants lisent? La réponse a été toute simple. Les enfants font ce que nous faisons. Les enfants font ce que nous faisons. Donc, et en ayant vu le papa lire, les parents lire, ils se sont rendus compte que c'est un geste qu'il faut reproduire. Et pour eux, parce que les parents doivent savoir qu'ils sont les premiers modèles pour les enfants. Ils sont les premiers modèles. Donc même si vous ne lisez pas et que vous faites semblant de lire, il y a un ami qui m'a raconté une histoire. Il dit que jusqu'à ce qu'il arrive en classe de 4e, il pensait que sa mère était une as de la littérature et des études. Parce que chaque fois qu'il prenait ses effets pour venir étudier, elle se mettait en face de lui. Et elle suivait ce qu'il faisait. Et il arrive en, je crois qu'il a dit 5e ou 4e, et il se rend compte que ce jour-là, il n'était pas attentif, il avait sorti les papiers qu'il avait inversés. Et il était là devant, somnolent, et la maman ne s'était pas rendu compte. Il dit que c'est ce jour-là qu'il se rend compte qu'en fait, sa mère ne sait pas lire. Donc ne sachant pas lire, n'ayant pas les outils pour pouvoir accompagner son enfant dans les études, elle a décidé de se mettre en face de lui, en sachant bien que sa présence devait influencer l'enfant. Et l'enfant travaille comme ça. Bon, quand il est en 4e ou en 5e ou en 4e, évidemment, je crois qu'il a compris l'importance d'être un enfant studieux. Non, je pense sur ce plan-là, il faut que nous fassions des efforts. Et le livre, peut-être qu'on va vite au livre, regardez les journaux. Voilà. Nous commentons les titres des journaux. Voilà. Nous commentons les titres des journaux. Quand vous êtes dans un groupe, revenons encore là-dessus. Quand vous mettez dans un groupe une information sérieuse, vous attendez les avis des gens par écrit. Vous n'avez aucun avis. Peut-être que les autres ont d'autres expériences. Mais mettez là une histoire qu'on raconte et qui amuse. Les gens vont venir rire en bas, les gens vont venir faire des commentaires, les gens font ceci. Mais si vous dites que voilà, je vous propose telle réflexion pour telle que... Voilà. Comme si, bon, là c'est pas une question africaine, j'ai envie de le croire. Comme si réfléchir, je sais pas, était un problème pour nous. C'était un problème pour nous. Il est important que nous prenions conscience de ça et l'avantage, et je vais revenir là-dessus. C'est comme Claude l'a dit tout à l'heure, quand vous ouvrez un livre, le livre vous ramène en vous. Parce que pour lire, les gens lisent avec le téléphone à côté, ça sonne en décroche, quand vous revenez, vous faites... Voilà, vous avez perdu le fil de votre lecture. Quand vous lisez, si vous vous êtes débarrassé, vous êtes en pleine séance, le livre, ajouté à ce qu'il a dit tout à l'heure, est un exercice de méditation de très haut niveau. De très haut niveau, parce que vous devez mobiliser votre attention la plus profonde, et c'est un exercice que certains vont aller chercher dans des cours de karaté, qui vont dans des cours de yoga, alors que vous pouvez, dans votre lecture, trouver la réponse à une telle préoccupation. Non. Oui, moi, je crois que le débat n'est pas... Le plus important, ce n'est pas qu'on s'accorde. Le plus important, c'est qu'on dise des choses qui permettent de comprendre les différentes réalités. Quand j'interviens auprès de l'État, vous avez, Madame Pauline, sûrement c'est une initiative privée. Je ne pense pas que... non, privé justement. Voilà, c'est une initiative privée. Donc vous me confrontez dans ce que je suis en train de dire. Les initiatives privées, pour montrer que la lecture est bonne, sont les bienvenues. Elles sont les bienvenues, elles aident. Je n'ai pas dit, c'est très loin de moi l'idée de dire que ces initiatives-là n'existent pas. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ceux qui sont chargés de la politique du livre en Afrique, ce sont les États. Parce que l'initiative privée ne peut pas entrer dans la géopolitique du livre. Il faut qu'on soit d'accord, parce qu'il y a l'édition, il y a la distribution,
il y a la vente, il y a l'impression, c'est une industrie. Et les privés ne peuvent pas combattre. Vous pouvez essayer de faire des initiatives qui sont localisées, qui sont louables, c'est louable, mais la conscience de l'État africain, puisque nous sommes dans ce débat, la conscience de l'État africain doit être de se dire que le livre n'est plus un instrument de jeu, ce n'est plus un instrument ludique, puisque les autres réfléchissent en termes de part de marché. Les autres réfléchissent même en termes d'auteurs. Il y a déjà des majors auprès des auteurs dans l'espace international. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui sont en lien avec quand on prononce son nom, vous voyez même la maison d'édition avant de voir le nom de l'auteur. Et vous savez bien que l'auteur écrit pour telle maison d'édition. Il y a aussi le marché des lecteurs, puisqu'on sait que voilà ceux qui achètent les livres, il y a des simulations pour dire que voilà le marché des lecteurs. Et les sujets, même sur lesquels on écrit, sont aussi des sujets choisis dans le sens de la domination et de la transmission d'un certain nombre de choses. Je ne suis pas en train de me battre pour que ceux qui travaillent dans le privé, comme vous et les autres, meurent. Non, ça, j'ai compris. Je suis en train de dire ceci, c'est que les États africains n'ont pas de politique de livre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ceux qui font même semblant d'avoir une politique du livre, c'est une politique du livre national, à la limite. Ce n'est pas une politique du livre régional ou une politique du livre qui entre dans la géopolitique du livre. Pourquoi je le dis? Parce que si en Afrique on était dans une logique de géopolitique du livre, on aurait nos circuits à nous, créés par nous, supportés par nos États. C'est bien beau. Je n'ai rien contre la Harmattan. C'est bien beau. Mais vous comprenez très bien que pour que le Cameroun puisse avoir voix de chapitre dans les sujets ou dans les orientations dans une maison d'édition qui n'est pas la sienne, ça va être très compliqué. Et vous voyez quel est le sort de nos maisons d'édition que nous avons à nous. Je ne cite personne. Mais vous voyez le sort que ces maisons d'édition ont. Et disons qu'elles ont du mal à se réinventer. Et soyons polis, disons-le comme ça. Donc, c'est la raison pour laquelle j'étais en train de dire que moi, en termes de solutions. Je dis oui, nous sommes déjà, je pense que les États doivent penser une politique du livre. Et ce n'est pas au ministère du Commerce que ça se passe. Non, ce n'est pas au ministère du Commerce que ça se passe. Il y a un ministère qui est censé se charger de cela, mais c'est comme si, bon, dans certains pays, je ne parle pas d'un pays particulier, hein, dans certains pays, c'est comme si les ministères de la culture estiment que la culture, c'est la musique, c'est le cinéma, c'est la danse. Certains ministères de la culture n'ont pas conscience qu'ils ont en charge le livre. En Afrique, particulièrement, beaucoup de pays africains. Les ministres de la culture, d'ailleurs, ils sont très souvent invités à certaines activités qui concernent le livre. Très souvent, ils envoient, quand ils sont polis, un représentant d'un niveau qui démontre quelle est l'idée qu'ils ont de ce que vous êtes en train de faire. Je ne pense pas que vous allez dire que je suis excessif. C'est la vérité. Dites que je suis excessif. Mais moi, j'observe et ce sont les faits. Je ne viens pas ici dire les choses, on peut avoir des preuves. Mais on n'est pas là pour faire des débats de personnes. Nous sommes là pour faire des débats, des habitus que nous espérons que les gens corrigent. Et c'est la raison pour laquelle nous disons ce genre de choses. C'est pour qu'on s'améliore. Donc en termes de solution, il faut qu'il y ait une autre vision de la politique du livre. Parce que le livre aujourd'hui, on est dans les réseaux. Et on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir puisque nous avons nos auteurs africains qui sont la propriété des réseaux d'autres qui écrivent des choses qui n'ont même pas, qui n'ont pas d'effet sur nous, qui ne sont pas des projections de notre culture. Nous avons même nos auteurs qui défendent la culture des autres. Et nous ne faisons rien. Il y a donc un travail à faire à ce niveau-là. Pour moi, je pense que la politique du livre est une politique de souveraineté. Je pense qu'il y a quelqu'un, je crois que c'est Jacques qui l'a dit ici. C'est une question de souveraineté. Autant que le sport est une question de souveraineté, c'est pour ça, ma chère Pauline, que j'étais en train de dire que je ne me soucie pas de ce qui se passe en France ou ailleurs. Moi, je veux que dans un pays africain, qu'un État africain
se mettent à construire des bibliothèques, des universités, au lieu de construire des gros amphis, mais construire une bibliothèque qui est même plus large que l'université. En tant que telle, parce qu'on n'a même pas besoin de tant d'espace pour les universités. Vous savez, dans les universités d'ailleurs, Lyon, c'est à peine un bâtiment de quelques étages. Mais la bibliothèque est plus immense que tout. Donc, et au-delà de ça, il y a aussi le problème du traitement, même quand on a une bibliothèque. Les livres que nous avons, ce sont des livres surannés. Il faut être gentil. C'est des livres surannés. Vous avez certaines bibliothèques, vous entrez, nous sommes en 2023, le dernier livre qui est entré date de 1980. Aucun livre nouveau. On va vous dire pourquoi non, il faut les financements et tout. C'est donc une question de l'État africain. L'État africain ne peut pas se départir de la construction d'une philosophie, du livre d'abord, et d'une politique du livre, tenant compte du fait que nous sommes à l'aide de la géopolitique du livre. Oui. Comment faire du livre un outil de puissance pour les États africains? C'est assez difficile et je veux m'inscrire dans la vue de Claude. À partir du moment où nous avons considéré que le monde part d'un centre qui a, nous sommes des gens de la périphérie, à partir du moment, deuxième postulat, où nous nous sommes dit que bon, voilà, la réflexion doit être nécessairement en production et que tout vient du centre vers la périphérie, tout ce qui s'est situé à la périphérie considère qu'on attend ce qui vient du centre. Donc, comme pour le livre, on doit parler de l'école. Comme pour le livre, tout comme pour le livre, on doit parler de l'école. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on attend. Et le plus compliqué, c'est que vous avez dans la prise de parole des gens dans notre société, de ce que je peux appeler l'élite, les gens qui vous citent. Voltaire, Alain, Diderot, Victor Hugo. Personne ne sait qu'existe Edgar Eboussi, Amadou Ampateba. Oui, personne ne sait. Donc, comme ça, comme dans une espèce de complexe, on s'est dit, ces affaires de réflexion, c'est-à-dire que les autres, on se dit la réflexion c'est pour les autres. Nous consommons. Maintenant, vous savez bien que dans la consommation, il y a aussi les échelles de consommation, parce que le livre aussi est un produit. Donc, et on se dit, bon, est-ce qu'on peut consommer avec la douleur? Voilà. Et tout de suite, on se dit, non, il vaut mieux consommer le champagne. Oui. Pauline a dit quelque chose de très intéressant. Vous voyagez, vous prenez une petite valise, vous achetez 50 livres, vous mettez là-dedans. C'est des livres que vous allez offrir. Dès que vous venez, ah, tu m'as regardé quoi? Il n'y avait pas les parfums. Donc, vous voyez, ça dit que c'est une question, parce que il ne faut pas aussi penser, on ne va pas stigmatiser l'Africain. Voilà, il faut le dire. C'est justement il ne faut pas ça que je veux dire. stigmatiser l'Africain pour donner l'impression que c'est de sa nature que naissent ces vicissitudes. Ce n'est pas de sa nature, c'est une question d'éducation. On est éduqué à boire du vin. On est éduqué à manger tel type de repas. On est éduqué à faire ceci. On est éduqué à lire. Donc il est important que nous, peut-être en comptant sur elle a dit tout à l'heure, nous les adultes, on est très préoccupés par plein de choses, mais on peut tout au moins permettre à nos enfants, mettre à disposition de nos enfants des livres. Et de temps en temps, pourquoi pas faire comme le japonais, que je décrivais tout à l'heure, poser un livre devant soi, même si on ne lit pas, pour donner la possibilité, pour donner à l'enfant, déjà en grandissant, de savoir que le geste d'avoir un livre devant soi, c'est déjà quelque chose. Il peut poser, il ne lit pas. De temps en temps, chacun de nous peut l'expérimenter, peut-être qu'on l'a expérimenté. Il pose le livre et il ne lit pas, mais progressivement, il va comprendre que, il faut peut-être lire, il faut faire ceci. Donc quand vous faites l'exercice, cette éducation-là est importante. Et elle est surtout importante pour que, je le dis à monsieur le diplomate en face de nous, pour que nous puissions nous constituer en tant que société, on doit être capable de parler de même langage. Parce que la dimension curative du livre, nous parlons de tribalisme,
Quand vous prenez les livres comme ça, discuter, personne ne sait d'où vient l'autre. Mais parce que le livre vous permet de vous... Voilà. Vous voyez, à l'université, on a fait un mémoire jusqu'à la fin, il a travaillé parfois sur la culture. On a publié certains livres parfois. Je ne vais pas citer le livre, je ne vais pas citer l'auteur. Vous voyez, on parle d'un fait social, culturel, parfois initiatique d'une partie du Cameroun. Vous regardez la bibliographie, les auteurs qui sont cités, c'est les Occidentaux. Pauline, sur la question. Comment faire capitaliser le livre, petit livre dans nos États africains? On a tout dit, hein. L'éducation. L'éducation. Oui. L'éducation. Alors, un élément, vous avez géré plusieurs fois des bibliothèques, des librairies. Ceux qui sont contents, ceux qui viennent vers le livre en tant qu'auteur, acheteur et tout, pose-t-il un problème sur le coût? Ça peut être intéressant pour oui. Les Africains se plaignent beaucoup du coût parce qu'ils ne sont pas éduqués. Il peut dire, tout à l'heure je parlais de monsieur qui avait des raquettes de 120 000 et qui discutait le prix de 2500. L'éducation, c'est ça en fait, l'éducation. Ils n'entrent pas dans les librairies parce qu'ils disent que le livre est cher. Le livre coûte 5 000. 5 000, 10 maniants. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc le calcul est vite fait en fait. Il vous dit 5 000, c'est 10 maniants. C'est vite fait. Ils attendent de recevoir le PD. Ils ne savent pas qui tue l'auteur. Ils ne savent pas ça, qui tue l'auteur. Moi, je peux facilement partager un livre de l'Occident. Je le fais sans état d'âme, ça je l'avoue. Mais un livre africain, déjà avec tous les problèmes que la chaîne du livre a, moi je ne le fais pas. Donc c'est ça, ils se plaignent toujours du prix parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Nous allons dans les librairies, on achète des livres à 10, 15 000, il y a des fois et tout. On se ruine, tu pleures. Comme mince, voilà, mais tu es content de voir ces livres posés là. Maman te dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il y a le bon poulet ici, pourquoi tu... Tout ça c'est l'éducation, ça part de l'éducation vraiment, tout ça. Mon cher Fabrice, il faut relativiser un certain nombre de choses. Le prix du livre, ça ne doit pas être un problème. La farine, le pétrole, le pain, certains produits sont subventionnés. Vous le savez. On n'invente pas le couteau à tailler le beurre. Mais le livre, c'est un produit. Je l'ai dit tout à l'heure. Il peut rentrer dans la catégorie des produits subventionnés pour permettre que... Comme au Sénégal, par exemple. Voilà, j'allais en venir. Je pense pas que... C'est pour ça que je dis qu'il y a des exemples ailleurs desquels on peut s'adosser pour faire en sorte que vous ne pouvez donc pas subventionner. Quand un État subventionne les vins, les liqueurs, le pain, le pétrole, et qu'il estime que bon, pour le livre, son citoyen doit se battre avec le marché, vous n'allez jamais vous en sortir. Nous sommes dans la géopolitique du livre. Vous n'allez jamais vous en sortir puisque le coût du livre qui arrive chez vous doit être le même partout. C'est pas un cadeau. Il faut bien que c'est la raison pour laquelle vous voyez que ma posture a une résonance. Même si vous voulez résoudre le problème de l'accès à la lecture, ça c'est un problème important dont nous avons parlé de manière transversale, le coût. Mais le coût est la résultante de ce qui se passe dans le marché international du livre. C'est ça. Et comme les autres produits, pour qu'en Afrique on s'en sorte, il faut bien réfléchir à la subvention. Il faut bien réfléchir à cette question, même si ce n'est pas une solution qui peut être définitive. Mais pour commencer, pour faire en sorte qu'on réduise le gap, parce que ce n'est qu'une question de gap. Il faut penser, il faut aller vers ce type de solution-là. Mais l'État ne peut avoir ce type de solution sur la table que quand il pense une politique du livre. Quand il n'y a pas de politique du livre, c'est la vérité. Quand il n'y a pas une politique du livre qui est pensée, on ne peut pas résoudre tous les problèmes afférents au livre que le livre pose, dont le prix. Un des problèmes, il faut d'abord comprendre pourquoi il y a ces prix élevés avant de pouvoir le solutionner. Un mot pour la fin, c'est quoi, monsieur l'éditeur? Non, c'est pour rentrer dans la même logique que mes copanistes. Le livre, c'est une affaire très sérieuse. On le dit peut-être ensemble. Le livre, c'est une affaire très sérieuse. Le livre permet de préserver l'âme d'une cité. Le livre permet de préserver l'âme d'une cité. Je le dis avec toute la force
la force possible. Le livre permet de projeter une société. Vous avez vu, vous avez des livres là, des Américains qui disent le monde en 2050, le monde en 2100, 2035. Voilà. Donc on ne peut pas penser le livre comme un outil, comme un autre. Comme un outil, comme un autre. Le livre doit être suivi. C'est pour ça que on doit réussir à faire la projection, la construction, à matérialiser la pensée d'une cité à partir du livre, pour permettre aux gens de ne plus discuter des questions, et c'est ça, parfois la plus grande douleur, c'est qu'on discute des questions avec les mêmes arguments tout le temps, et on revient sur, comme si on n'avait jamais avancé sur la question. Quand on fait semblant d'avancer, on prend chez les autres ce que les autres ont dit, ce que nous faisons dans une partie majeure de notre littérature. L'une des choses qui n'a pas été dites, les téléspectateurs qui nous regardent pourraient nous le reprocher, c'est qu'il y a eu des écritures africaines. C'était important de le dire. On a parlé de l'oralité, mais on ne l'a pas dit. Il y a eu des écrits. Il y a l'écriture de Juan Joya, il y a eu les hiéroglyphes, il y a forcément eu d'autres études qu'on n'a pas citées, comme beaucoup de grands espaces de nos civilisations n'ont pas été étudiés. On a un livre du professeur Joseph Ourna qui est sorti, qui étudie justement les combattants oubliés de la partie est du Cameroun contre la colonisation allemande, contre l'influence allemande, puisqu'on dit on parle pas de colonisation. Donc ça, c'était important de le dire. Peut-être la dernière chose, c'est que le livre ne fige pas. Parce que tout à l'heure, quand vous avez dit, on parle de l'oralité et tout, bon, voilà, on peut parler de l'oralité s'il y a une métaphore dans cette oralité, s'il y a une discussion, si on peut s'interroger. Mais le livre ne fige pas. Le livre, c'est justement c'est pour ça que le livre a une date d'édition, il y a une date de publication. Donc vous pouvez questionner, critiquer, dépasser quelque chose qui est dans le livre en écrivant notre livre. Mais tant que vous n'avez pas ce préalable-là, il vous est difficile, qu'est-ce que vous pouvez critiquer? Ce que vous faites, c'est que vous avancez comme le monde vous fait avancer. C'est-à-dire que vous avez une question, vous essayez de trouver la solution, qu'est-ce que disent les Français, que disent les Belges sur la question, et on se retrouve dans la situation où on est, où finalement, pour des questions parfois juridiques, on se retrouve dans des situations où c'est très compliqué, parce que la règle est inadaptée, tout simplement. Très bien. On a beaucoup parlé d'éducation, on a fait le tour. Moi, je sais, j'ai été éduqué aujourd'hui, je sais désormais que la prochaine fois qu'on m'offre un livre, je ferai intérêt pour vérifier s'il n'y a pas de bien de livre. Alors, merci Claude Lukombo. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes docteur en droit public, spécialisé en droit du sport. Merci. Diplomate, auteur, essayiste. Pauline Ongono, merci. Merci à vous. Bibliothécaire, communicatrice littéraire, promotrice d'une agence de communication littéraire, acolyte. Et monsieur Jacques Koukam, philosophe et directeur pays de l'Harmattan, Cameroun. Merci à tous. Chers téléspectateurs, nous vous revenons très bientôt sur d'autres thématiques de discussion autour du livre. C'était une mise en bouche. À très bientôt.